Et tout de suite, notre dernière partie, Caroline, avec notre invité Raphaël Liogier. Raphaël Liogier, sociologue des religions, professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et qui publie un livre pour lequel nous l'avons invité et pour lequel nous allons l'interroger avec vous, Antoine Mercier, et avec Pascal Horry qui nous a rejoint. Bonjour Pascal. Bonjour Caroline. Ce livre, c'est Ce populisme qui vient aux éditions textuelles et je précise tout de même que Pascal Horry, même si les auditeurs de France Culture le connaissent bien, est un historien qui a d'ailleurs beaucoup travaillé sur la construction du discours fasciste. On pense par exemple à un livre publié en 2003, il y a 10 ans maintenant, du fascisme chez Perrin. Une question de définition, ou même plusieurs questions de définition pour commencer, Raphaël Liogier, si vous le voulez bien, parce que évidemment le populisme est un terme galvaudé. Quand on voit arriver un livre qui s'appelle ce populisme qui vient, on se dit ah non, encore un livre qui va parler du populisme. Mais de quel populisme exactement il s'agit? Et il me semble que tout l'intérêt, en tous les cas le grand intérêt du livre est de proposer une définition assez précise, même si les choses peuvent prêter à discussion. Nous sommes là pour ça. Cette définition est assez précise. Elle est contenue dans les deux premiers exemples que vous donnez, c'est-à-dire d'un côté Henri Guénaud et de l'autre Manuel Valls. En d'autres termes, le populisme, selon vous, déjà, transcende le clivage entre la gauche et la droite. Raphaël Liogier. Oui, une des caractéristiques du populisme, disons une de ses conséquences, c'est de transcender le clivage entre la droite et la gauche. C'est vrai qu'on a tendance à présenter le populisme comme une notion très floue, mais souvent ça sert ceux qui sont eux-mêmes populistes, cette espèce de flou dans la définition. Pour dire, on va dire par exemple, le populisme c'est de la démagogie. Le populisme, ce n'est pas de la démagogie, c'est autre chose. La démagogie c'est une tendance, pour ainsi dire, une pente, pour ainsi dire naturelle, de toutes les démocraties représentatives, c'est-à-dire en gros caresser le maximum d'électeurs potentiels dans le sens du poil pour être élu. Le populiste, c'est différent. Le populiste, il entretient un rapport avec la fiction du peuple, mais du peuple total, pris comme un tout. C'est le mythe du peuple. Voilà, il se présente comme étant directement connecté au tout du peuple, comme une sorte d'entité générale. Et du coup, il peut passer outre les différences entre droite et gauche, puisqu'il défend le peuple. Ça peut être le peuple de la droite, donc la grande tradition conservatrice, un certain nombre de symboles traditionnels, mais ça peut être aussi le peuple de la gauche. Ça peut être le peuple au sens le plus social du terme. Il transcende cette différence, mais pour réussir à transcender cette différence, il ne peut plus s'appuyer sur des programmes spécifiques, pratiques, réels. Il doit s'appuyer non plus sur la logique programmatique, mais sur une émotion. Et moi, toute la question du livre, c'est de savoir comment est-ce que dans une période donnée, dans certaines périodes, cette émotion se diffuse tellement dans l'espace public, se diffuse tellement collectivement que ça laisse la place à ces populistes. Parce que sinon, des populistes, il y en a toujours eu, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est-à-dire ça a quelque chose de risible, finalement, cette espèce de connexion mystique. Et vous sortez également le populisme ou les populistes des extrémistes ou des extrémismes, Raphaël Liogier. Oui. Vous dites que ce n'est pas nécessairement des contestataires, les populistes. Donc on ne les retrouve pas nécessairement à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Alors, où situeriez-vous le Front National ? Ça va même plus loin, c'est que je crois que le passage des extrêmes, en particulier de l'extrême droite, à une phase populiste, c'est lorsque les extrêmes sortent de la protestation, non plus pour être seulement à la marge, mais pour prendre le pouvoir, pour prendre véritablement le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, on ne peut pas prendre le pouvoir en restant à l'extrême droite. On est obligé de jouer justement sur ce sentiment qui doit devenir central. On verra sans doute avec Pascal Horry, c'est ce qui s'est passé un petit peu à un certain niveau, sur un certain plan dans les années 30, même si aujourd'hui il y a de très grandes différences. Enfin, comparaison n'est pas raison, évidemment. Mais c'est vrai que le Front National aujourd'hui, lorsque Marine Le Pen récemment, prenons dans l'actualité, dit « Je ne suis pas d'extrême droite, ce mot est devenu péjoratif, etc. » Moi, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que, en tout cas, elle n'est plus seulement d'extrême droite. Elle est d'extrême droite, c'est-à-dire qu'elle reste elle garde cette espèce de tradition, cette tradition réactionnaire, nationaliste qui était celle déjà de son père. Mais elle passe à un discours progressiste pour jouer sur ce sentiment de défense générale du peuple. On l'a très bien vu. Mais ça veut dire que vous faites rejoindre à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dans un discours qui se ressemblerait. Alors c'est plus compliqué parce que effectivement Jean-Luc Mélenchon est différent.
Il est différent, c'est difficilement... Ce qu'il dit n'est pas la même chose. Voilà, Par exemple, il n'y a pas le rejet ce n'est pas du tout la même chose. des étrangers. Mais néanmoins, les électeurs finissent par s'y tromper. Et ce qui compte finalement, ce sont les électeurs. C'est-à-dire, c'est ce qui est en train de se passer. Regardez à Marseille, une candidate du Front National aujourd'hui devient une candidate qui était candidate au Front de gauche devient candidate du Front National aux élections communales à la mairie. C'est quand même alors oui, on va me dire c'est singulier, oui, c'est un cas particulier, oui. Mais c'est avec des cas particuliers qu'on finit par construire ce nouveau noyau populiste. Mais quand même, Raphaël Liogier, comment vous pouvez expliquer à des politiques que ce que ressentent les gens, le peuple, la communauté, malgré tout, la majorité des gens, on va dire, n'est pas à prendre en compte, n'est pas quelque chose sur lequel il faut s'appuyer pour faire de la politique? Alors moi je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte. Je dis que, il faut commencer à faire une analyse de ce sentiment. Plutôt que de le nourrir et de s'en nourrir pour faire des voix, il faut commencer à essayer de faire une analyse au sens clinique du terme. Et c'est à ça que sert le livre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour en arriver à un tel sentiment, je veux dire, qui est très différent de celui des années 30. Aujourd'hui, c'est ce que j'appelle une sorte de sentiment de défense culturelle généralisée. Qu'est-ce qui se passe dans notre espace public pour qu'une notion, en réalité assez précise juridiquement, très précise juridiquement, qui est la notion de laïcité, qui suppose séparation des églises et de l'État d'un côté et neutralité de l'autre, devienne soit, moi, ce que j'appelle patrimonialisé, c'est-à-dire fasse d'un seul coup partie du patrimoine culturel à défendre au même titre que Clovis ou la virginité de Jeanne d'Arc. Alors que ça n'a rien à voir, on est dans une sorte de paquet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, mon hypothèse, c'est que nous sommes passés d'une crise qui était une crise économique et sociale qui existait déjà dans les années 80 à la sortie des 30 Glorieuses. Mais ce qu'on n'a pas vu venir, c'est que dans les années 2000, nous sommes passés à une crise symbolique. Et une crise symbolique, c'est plus profond qu'une crise économique et sociale. Il faut qu'il y ait la crise économique et sociale, mais c'est un autre palier qui doit être franchi. Oui, alors comment on répond à une crise symbolique précisément, ce n'est en usant de symboles aussi? Une crise symbolique, c'est une crise du récit collectif. C'est-à-dire, individuellement, on a besoin de se raconter pour dire qu'on existe. Une crise identitaire, pour le dire autrement? Alors, comme c'est un mot qui est aussi galvaudé, j'hésite à parler d'identité, mais si on entend identité lorsqu'on a peur, lorsqu'on est angoissé par le fait de ne pas être identique à ce qu'on a été, oui, c'est une crise d'identité qui est très forte. Ouais. Comment y répondre? En reconstruisant un récit positif et pas en se nourrissant négativement. Pascal Horry. Oui, on m'a tendu à plusieurs reprises une perche à propos des années 30. Le point commun que je vois entre la définition de Raphaël Liogier de ce terme difficile à manier, qui est populisme, parce qu'avec ce isme, il fait penser que c'est une idéologie très structurée, alors que ce qui est intéressant, c'est sa tendance à être liquide, à être un peu mou et attrape tout. La ressemblance que je vois, effectivement, c'est qu'il y a eu une crise aussi symbolique dans les années 30 et qui avait quelque chose qui s'appelait le fascisme, qui faisait converger des éléments de droite et de gauche. Le fascisme ne vient ni de la droite ni de la gauche, il y a toute une polémique sur les origines du fascisme, il vient de la guerre, bon, pour simplifier. Et il réussit à parier, y compris des personnes, mais surtout des idées, qui viennent en particulier des formes extrémisées de la droite et de la gauche. C'est ça le génie, presque involontaire, du fascisme. Donc, dans une période où, la différence que je verrais, ces grandes références se sont quand même mollement effondrées, où on a quand même globalement une sorte de méfiance à l'égard des constructions idéologiques trop solides, dans une période où, en Occident du moins, parce que là, de quelle région parlons-nous? L'individualisme triomphe et le zapping intellectuel triomphe. Alors il est évident que le populisme liquide peut servir, mais d'un autre côté, que répondre en dehors de ce volontarisme? Parce que dire que on parler au nom du peuple dans un système qui, depuis 2 siècles, est fondé sur la souveraineté populaire, c'est assez cohérent. Et se méfier des élites, je signale que c'est une vieille tradition d'une bonne partie de la société politique française. Il y a 2 points. Il y a 2 points dans vos remarques. La première, c'est le populisme n'est pas une idéologie structurée, n'est pas structuré, et c'est ce qui fait sa force. C'est-à-dire qu'il est malléable, et c'est pour ça que je disais, il répond à un sentiment, et donc dissout toutes les logiques programmatiques au profit de ce sentiment, à l'intérieur duquel on peut tout mettre, c'est-à-dire des valeurs de droite comme des valeurs de gauche, tant que on est dans la logique de défendre quelque chose. Alors, il est vrai que dans les années 30, cette défense, elle s'était focalisée de façon beaucoup plus solide sur des idéologies quand même racialistes. Et au nom
de la logique de la race, même de la purification raciale. On l'avait aussi en France. On avait aussi des racialistes en France. On pouvait réunir des thèmes de droite et des thèmes de gauche. Rappelons-nous que le parti nazi, c'était le parti, alors qui vient de la droite, lui, Hitler vient de la droite, mais il a quand même fondé un parti, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, le mot complet. Aujourd'hui, c'est différent, vous avez raison, deuxième partie de votre raisonnement. Nous ne sommes plus dans un rapport à des idéologies solides, mais nous sommes dans ce que j'appelle l'opiniologie. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appelle le populisme liquide. C'est un populisme qui circule opiniologiquement à partir de constructions multiples et variées qui peuvent s'effectuer et se dissoudre en temps réel, et seul reste le sentiment de défense, avec cette idée nouvelle, qui est plus la race, qui est l'idée de culture, à l'intérieur de laquelle on peut, qui est adaptée à la société de consommation opiniologique où on change en permanence. Je donne juste un exemple. Pendant le mariage pour tous, moi, j'ai observé justement l'évolution pendant les débats ou non-débats, lorsqu'il y a eu cette manif pour tous, qui en fait était populiste, puisque on représente le pays réel, le tous, cette espèce de quotidien. Bon. Pendant cette période, on a vu une multitude de combinaisons opiniologiques qui se sont faites et défaites en temps réel, très rapidement. On a dit c'est le lobby homosexuel. Là, c'est un complot du lobby homosexuel. C'est banal. Bon. Mais on a vu ensuite, c'est un complot sioniste, Dieudonné. Mais ça s'est diffusé ensuite dans l'espace public. Pas le rapport. Et on a vu aussi, encore plus beau, c'est un complot du capitalisme néolibéral. Pourquoi ? Parce que la gestation pour autrui, GPA, la fameuse GPA, créerait de nouveaux marchés. Et on a eu ça, se défaisant et se refaisant. Mais en définitive, le populisme liquide, et c'est ça qui est très dangereux, c'est ça que je veux essayer de montrer, il crée de faux antagonismes entre sionistes, anti-sionistes, anti-musulmans, pros, ce que vous voulez, etc. Ça se fait et ça se défait en temps réel, mais il reste une seule chose, l'idée qu'on a à défendre cette culture prise comme un tout. Et en défendant cette culture prise comme un tout, on finit par justifier la corrosion de l'état de droit. Et c'est pour moi ça l'essentiel. Oui, effectivement. On comprend très bien ce que vous dites, c'est tout à fait intéressant. Simplement, je pose la question de savoir, le populisme, finalement, est-ce que c'est vraiment le problème ? Est-ce que ce n'est pas l'opiniologisme, comme vous dites ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à la racine, à la base, qui fait que sur ce terrain où nous sommes arrivés, eh bien, se greffe le populisme ? Je ne crois pas. Je vous dis très clairement, je ne crois pas. Une société qui est une société opiniologique par excellence, c'est la société américaine. C'est une société où on voit bien qu'on est dans la démonstration, pendant les campagnes électorales, par exemple, on est vraiment dans la politique du signe, comme disait Baudrillard, dans l'opiniologie, on suit l'opinion. Et donc là-bas, ça se passe pas pareil. Ça se passe pas pareil, parce que là-bas, les États-Unis, très clairement, il n'y a pas dans cette société une crise du récit national. C'est-à-dire, il peut y avoir des ennemis. Par exemple, les musulmans, il y a une peur des musulmans, mais ça se focalise dans certains lobbies, des lobbies néo-fondamentalistes, dans certaines classes politiques. Et les Tea Party, par exemple. Exactement, Tea Party, c'est clairement défini. En Europe, à mon sens, nous sommes en train de traverser une crise symbolique extrêmement profonde qui fait que ce populisme, il est présent partout. Par exemple, vous l'avez à l'UMP, au sein de la droite forte et de la droite populaire. Vous l'avez au Parti socialiste avec la gauche populaire. Je vous rappelle que les deux types d'ennemis de la gauche populaire, de ce mouvement qui est la gauche populaire, sont les mêmes que ceux que désigne Marine Le Pen, qui sont les mêmes que ceux de la droite forte. Qui sont-ils ? 1. Les hordes ethno-culturelles, minorités ethno-culturelles, qui nous envahiraient. Et 2. Les bobos, c'est-à-dire les multiculturalistes héritiers de mai 68, sont les deux ennemis fondamentaux qui se seraient donné la main. C'est caractéristique de cette espèce de défense générale aujourd'hui. Vous ne trouvez pas ça aux États-Unis ? Pascal Horry. Je pense qu'aux États-Unis, il y a des traces de crise, mais il faudrait en parler. Ah non, mais il y a une crise forte. Oui. Il y a des crises fortes. Mais je ne crois pas qu'il y ait une crise de la narration américaine à l'échelle où nous la connaissons aujourd'hui en Europe. Ça peut venir, mais je ne crois pas que ce soit le cas. On peut peut-être revenir sur un point que connaît bien Raphaël Liogier, qui est celui de l'islamophobie, parce que dans ce livre d'entretien, à un moment, il y revient d'ailleurs à plusieurs reprises, il dit bien que le juif d'aujourd'hui, c'est le musulman. Alors,
Pourquoi est-ce que on en arrive là? Alors je dis pas exactement ça, je dis ça, oui, mais pas exactement ça. Dans l'autre sens, vous dites le musulman, c'est le juif d'aujourd'hui. Voilà. Ça revient à peu près au c'est même. pas exactement ça non plus. C'est pas exactement ça non plus. C'est justement. On va savoir ce que c'est. Je tiens à cette logique culturelle. Je dis dans les années 30 et puis ensuite même, on l'a vu là avec l'affaire Dreyfus et puis c'était le juif en tant que race. Et donc on pouvait critiquer, par exemple, le judaïsme en tant que culture, voire en tant que religion, en disant c'est la religion et la culture du juif. On trouve même chez Proust cette idée d'un certain nombre de caractéristiques culturelles qui découleraient de la race juive. On le trouve un peu partout. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est à travers la culture qu'on peut se permettre éventuellement d'être raciste, puisqu'il n'est plus politiquement correct d'être raciste. Ça veut dire que, on va dire, moi, je n'en veux pas aux musulmans en tant que personne, c'est l'islam en tant que cette culture horrifique. Et bon, on pourra dire, c'est pas un hasard s'ils sont des Arabes, des Noirs, etc. Mais ça sera dans un second temps. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, pourquoi est-ce que le musulman est pratique ? Il est pratique pour 2 raisons essentielles. C'est qu'il permet de réunir dans son idéal type, dans son image, à la fois l'image du sarrasin ennemi multiséculaire de l'Europe chrétienne, donc il permet d'attirer contre le musulman les conservateurs, réactionnaires, vieux nationalistes qui veulent défendre Jeanne d'Arc, Clovis et autres. Et puis d'un autre côté, c'est aussi l'image de l'antimodernité. Le musulman ne serait pas féministe, le musulman ne serait pas, ce serait contre l'homosexualité, contre ceci, contre cela. D'où l'évolution du discours de Marine Le Pen qui veut réunir les deux en luttant contre l'islamisation. Elle veut expliquer à la fois, elle défend les valeurs traditionnelles, et à la fois, elle défend les valeurs de progrès et de modernité. Mais au niveau du sentiment. C'est pour ça que le musulman devient l'idéal type. On comprend bien les points communs que vous faites ressortir de droite, de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche, Raphaël Liogier. Cela dit, quels sont du coup les traits encore plus communs aux populistes et du coup au populisme que vous feriez ressortir? Vous en détachez 6 dans votre livre, mais j'aimerais vous opposer les 3 points que développait Jacques Rancière dans Qu'est-ce qu'un peuple, un livre qui est apparu à la Fabrique l'année dernière. Pour lui, il y avait 3 caractéristiques. Il y a toujours 3 caractéristiques majeures du populisme. Il y a d'abord l'appel direct au peuple. Là-dessus, vous êtes d'accord, manifestement. Il y a la dénonciation des élites corrompues. On va peut-être y venir sur le culte du réel que vous avez commencé d'évoquer tout à l'heure. Et puis, il y a le rejet des étrangers avec cette défense de l'identité nationale. Ce qui exclurait donc, encore une fois, l'extrême gauche. Donc, quelles seraient pour vous ces caractéristiques communes, ce plus petit dénominateur commun à tous les populistes que vous avez soulevés? Lorsque vous dites que ça exclurait l'extrême gauche, oui, ça exclut une grande partie de l'extrême gauche. Néanmoins, à certains moments, alors dans une certaine extrême gauche ou d'une gauche qui se représente comme extrême, je pense au parti de gauche, il y a pu y avoir cette espèce de glissement vers le souverainisme. Je cite un article de Jean-Luc Mélenchon dans la Revue de Défense Nationale, où il explique assez clairement. Alors il est anti-américain, effectivement, anti-néolibéralisme, enfin classique de l'extrême gauche, mais donc anti-impérialiste, mais contre l'impérialisme américain, mais pour la restitution de la place centrale de la France. Donc pour un souverainisme, pour remplacer un impérialisme par un autre, avec la nostalgie implicite de l'impérialisme français. Et ça, c'est quand même caractéristique du populisme. C'est pour ça que je nuancerai. Ouais. Mais pour moi, l'essentiel du populisme, c'est-à-dire le fait de faire appel à la fiction du peuple, c'est finalement quelque chose qui a existé à toutes les époques, mais ça n'a pas forcément été pris au sérieux. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que ça marche ? Et là, j'en viens à répondre à votre question, parce qu'il y a une atmosphère propice à ça. Et cette atmosphère propice à ça, c'est le sentiment, on en parlait tout à l'heure lors de votre question aux informations, c'est le sentiment d'encerclement. Le sentiment d'être encerclé, c'est ce que j'appelle la mise en scène paranoïde, qui existe qui peut exister à l'échelle d'une collectivité. Où, d'un côté, on a le sentiment d'être dévoré, mais de façon impersonnelle, et on le voit dans tous les sondages, même s'il faut se méfier des sondages, ils sont quand même
concomitant dans l'ensemble de l'Europe de sentiments de déclin généralisé, d'effondrement, d'être agressé par la mondialisation. La mondialisation, c'est un fait. On peut vouloir différents types de mondialisation. Mais en fait, on est dans une société mondialisée. Et tous les sondages nous montrent que c'est entre 60 et 90% des Français, et des Européens aussi, veulent se défendre contre la mondialisation. Hein. Et à côté de ça, donc il y aurait une part de nationalisme. Oui, mais c'est trop impersonnel. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est quelque chose, les forces du capitalisme. C'est trop impersonnel. Montebourg, il est pas. Donc, il en perd son stylo. Antoine, merci. Donc il faut. Je dis ça parce qu'on l'entend ce matin sur personnaliser. Donc il faut personnaliser. D'où les traîtres. On sait, il y a des traîtres, on sait pourquoi. D'où les boucs émissaires, comme les musulmans. Pour parler de Montebourg, la différence qu'il y a, à mon avis, aussi une autre différence, c'est pour ça que je parle de populisme liquide, entre les années 30 et aujourd'hui, c'est liquide aussi, parce que dans les années 30, il y avait des partis spécifiquement populistes. On savait où ils étaient. Le parti fasciste, on savait ce que c'était. Le parti nazi, on savait ce que c'était. Il y avait idéologie racialiste solidifiée, puis des partis eux-mêmes qui étaient relativement solides, fondés sur ce sentiment. Aujourd'hui, c'est différent. On a une sorte de liquéfaction de ce sentiment à travers une multitude de partis, que ce soit au PS, à gauche ou à droite. Ce qui fait que on peut pas. Il y a des leaders qui sont complètement populistes, mais la plupart des leaders deviennent à certains moments partiellement populistes. Et je prends l'exemple même de François Hollande. François Hollande, lorsqu'il dit... Tout le monde est populiste, alors, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est c'est pas que tout le monde est populiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette liquidité, elle l'humidifie, elle corrode en quelque sorte le système de l'intérieur. Ce qui fait tout le monde n'est pas forcément populiste, mais aujourd'hui, on ne peut plus s'abstraire de discours partiellement populistes si on veut rester au pouvoir. En comparaison avec les années 30, le populisme liquide, j'espère qu'il ne se termine pas de la même façon que le populisme solide. Non, il se termine pas du tout il se termine pas de la même manière parce que les idéologies solides permettent de mettre en place des programmes solides et horribles tels qu'on les a connus. Aujourd'hui, cette liquidité, elle a quand même un point commun avec les années 30, qui n'est pas le fait de mettre en place des programmes politiques. C'est peut-être plus grave encore, non, finalement. Mais non, je pense quand même que c'est moins grave, mais en tout cas c'est plus invisible parce que c'est une corrosion de l'état de droit. Par exemple, on va interpréter la laïcité comme un instrument de neutralisation des différences culturelles, alors qu'à l'origine, c'est pour les protéger. Puis, ça va être un petit peu comme ça. Si on pousse la logique à terme, quand même, ça nous amène à une société qui n'est pas forcément c'est un peu le cri d'alarme que j'essaye de pousser, c'est qu'on met en cause l'état de droit. On met en cause très clairement l'état de droit au nom de cette logique de défense culturelle, parce qu'on serait envahi, ce serait la guerre, comme disait Pascal Horry. Et donc, comme c'est la guerre, on peut se permettre de faire une justice un peu rapide. Regardez le rapport qu'avait rendu François Bayrou en 2003, à mon avis, c'est le début du problème, au Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin. Il était écrit noir sur blanc qu'à un moment donné, la laïcité entre en contradiction avec les droits de l'homme. C'est une absurdité historique et une absurdité logique, puisque la laïcité est le produit direct des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, psychanalytiquement ? Ça voulait dire, nous sommes dans un péril majeur. Il faut laisser tomber partiellement, en tout cas, les droits de l'homme pour pouvoir neutraliser ce danger. Ça, ça me semble être grave et ça me semble être... il faudrait en discuter. Pascal Horry. En même temps, à vous lire et à vous écouter en ce moment, on se dit que c'est quand même mal barré. Parce que ceux qui vont se dresser pour dire « mais après tout, les élites ne sont pas si mauvaises que ça, il faut faire preuve de volontarisme », à mon avis, ils sont extrêmement minoritaires. Très minoritaire, oui. Raphaël Liogier. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr que une autre des caractéristiques d'une période réellement populiste, telle qu'on est en train de la connaître, où il y a vraiment une crise du récit collectif, c'est-à-dire que les Européens, les Français en particulier, ont du mal à se raconter positivement, c'est que les discours anti-populistes ne passent pas. C'est-à-dire qu'il faut essayer de les faire passer autrement, parce qu'on vous dit, pour revenir à ce que vous disiez, on vous dit, mais c'est contre le réel. Ça, c'est une vieille rengaine, cette histoire du réel. L'ennemi fondamental, un des ennemis fondamentaux du populiste, c'est le sociologue. Pourquoi ? Parce que le sociologue... Voilà, vous faites de Alain Finkielkraut un populiste. Il sera notre invité lundi pour son livre L'identité malheureuse, donc dans lequel il constate une crise identitaire, mais bon, on lui posera la question, s'il se sent lui-même populiste. Je ne sais pas s'il se sent populiste. Ça dépend, parce que aujourd'hui... En tout cas, Raphaël Liogier se sent sociologue. Moi, je me sens sociologue parce que, vous avez vu, le sociologue, il oppose la notion de société
avec toutes ces catégories sociales, ces différences, ces distinctions, ces rapports de force, ces intérêts, à la notion du peuple total. Donc ça énerve forcément le populisme. En même temps, le sociologue va voir le réel. Donc si vous dites que les populistes font le culte du réel, ils devraient écouter les sociologues. Oui, mais ils ont un culte du réel qui correspond à justement cette espèce d'intuition populaire qui va de soi et qui est incritiquable. Prends l'exemple de l'euro. Marine Le Pen, elle nous dit il y a une plus forte inflation depuis l'euro. Tous les indicateurs nous montrent que l'inflation, il y a de l'inflation certes, mais qu'il y avait déjà de l'inflation avec le franc et que cette inflation, elle a suivi son cours. La preuve, si vous regardez le taux de change avec la pound, la livre sterling, qui n'est pas passé à l'euro, on a à peu près le même rapport. C'est la preuve. Ou avec le dollar. La perception est réelle. Mais elle nous dit, de toute façon, vous avez tort. Vous avez tort. Exactement. Non, mais... De toute façon, vous avez tort. La liquidité progresse. Mais voilà, vous avez tort de toute façon, parce que la ménagère, lorsqu'elle va faire ses courses, elle le sent. Moi aussi, je le sens. Vous voyez, c'est ça, cette idée de sentiment, du réel, qui est supposé être ce sentiment, qui réunit tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment un problème, cette espèce de réel. Pascal Horry. Est-ce que la clé, c'est paradoxal de la part d'un culturaliste, c'est-à-dire moi, ce serait quand même pas qu'on sorte de la crise économique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la crise économique n'alimente plus les frustrations, l'impression d'être menacé, il est possible qu'à ce moment-là, on entende d'autres discours que le populisme. C'est tout à fait possible, mais quelle différence y a-t-il entre une crise symbolique et une crise économique? Pour qu'il y ait une crise symbolique, il faut d'abord qu'il y ait une crise économique. Ce serait un peu comme un individu qui, dans son quartier, est quelqu'un de reconnu parce qu'il est toujours bien habillé, il est relativement riche, et donc c'est quelqu'un d'important. Puis à un moment donné, il est en crise économique, mais il arrive à maintenir les apparences, c'est-à-dire qu'on continue à le regarder comme quelqu'un d'important. Hein. Mais à un autre moment, la crise économique est tellement forte qu'il finit même par perdre le pouvoir matériel de repasser ses pantalons et d'être vu comme il voudrait qu'on le voit. Et donc progressivement, il perd même le regard, ce qu'il veut raconter sur lui, ce qu'il veut dire qu'il est. Il n'est plus vu comme ça. Et lui-même ne se voit plus comme ça. Et ça finit par poser un problème. Il a besoin de trouver, là, à ce moment-là, des boucs émissaires. Je crois qu'en Europe, on en est là. Donc si, effectivement, reconstruire un récit collectif d'une partie du monde qui a été le centre de gravité de l'humanité, c'est quand même pas rien. Reconstruire un récit collectif, ça supposerait aussi de reconstruire une économie stable qui existe dans la dynamique mondiale. Comment on va reconstruire, puisque le populisme liquide, c'est aussi le résultat d'une société liquide. Vous parlez de la modernité à la fin, on vous dit comment définissez-vous la modernité? Vous dites ce qui est nouveau, c'est que la subjectivité individuelle devient sacrée. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui. Vous savez, modernité, ça veut dire quoi? Modernité, ça veut dire que dans un même espace social, politique et juridique, différents modes d'existence peuvent s'exprimer parce qu'elles sont protégées. Ces modes d'existence sont protégés par le droit, elles sont respectées. C'est ce qui engendre les droits de l'homme, etc. Donc, c'est la subjectivité qui devient sacrée dans la mesure où elle ne met pas en péril la subjectivité de l'autre. Le populisme, c'est un renversement de cette subjectivité qui devient la subjectivité du peuple tout ensemble, c'est-à-dire ce fameux sens commun du réel, qui se retourne contre la subjectivité individuelle, contre les individus. Alors, moi, ça me paraît être fondamental. Je reviens pour terminer, si vous le voulez bien, Raphaël Yogier, aux premières questions que nous vous posions quant à la gauche et à la droite. Est-ce que constater l'émergence d'un populisme que vous avez défini, ça ne passe nécessairement par faire abstraction du clivage gauche-droite? C'est un point qui est peut-être le point le plus gênant, me semble-t-il, dans votre livre. C'est effectivement de dire finalement le populisme gomme la différence gauche-droite, à tel point que vous avez commencé à le dire au début. Oui, Marine Le Pen qui dit qu'elle n'est pas d'extrême droite, vous dites oui, je suis assez d'accord avec elle. Un certain nombre de vos collègues ne seraient pas d'accord avec vous, d'ailleurs sur ce point-là. Même si vous avez corrigé vous-même vos propos en disant elle n'est pas seulement d'extrême droite. Voilà. Exactement, c'est ça. Elle ne peut pas être que d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus. Alors là, c'est là où justement je ne suis pas d'accord avec Rancière. Pour lui, le populisme est forcément protestateur. Pour moi, c'est exactement le contraire. C'est lorsque l'extrême droite ne veut plus rester dans une position protestataire et prendre le pouvoir. Donc elle doit jouer sur ce sentiment. Et pour se trouver au centre, elle a besoin d'être progressiste. Et pour moi, c'est ça le problème. Moi, je voudrais qu'on retourne à des vrais antagonismes, à des vraies oppositions, droite, gauche, programmatiques, voire même idéologiques. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est ça le problème pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Depuis le début des deux campagnes politiques qui rythment l'automne, la course à la chefferie du Parti québécois et la campagne présidentielle américaine, le mot « establishment » est employé sans ménagement. Par Bernie Sanders, rappelons-le, aux États-Unis, lorsqu'il qualifiait Hillary Clinton de candidate de l'establishment du Parti démocrate, par Donald Trump, faut-il le nommer encore une fois, pour dénoncer la candidature de Marco Rubio, candidat du Parti républicain, par Martine Ouellette, candidate à la chefferie du PQ, pour critiquer l'autre candidat à la chefferie du PQ, Alexandre Cloutier, qui, selon elle, serait le candidat de l'establishment du PQ. Mais que veut dire exactement le terme establishment et d'où vient ce mot? Pour en analyser les contours, nous retrouvons sur ce plateau Philippe Bernier-Arcan. Bonjour Philippe. Bonjour. Essayiste et auteur de La dérive populiste, notamment en 2013, et de Je vote moi non plus en 2009. Alors, d'où vient ce fameux mot à la mode, s'il en est un, depuis à peu près un an? D'abord, c'est un mot qui vient de la langue anglaise. Oui. Ça s'entend. Et on l'espère. Bien qu'il ait plusieurs sens en langue anglaise, il en a c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul en français, qui existe aussi en anglais. Oui. Il signifie l'ensemble des gens en place attachés à l'ordre établi. C'est le groupe dominant, celui qui a le pouvoir et qui défend ses intérêts. Il est souvent utilisé, voire toujours, de façon péjorative. Et c'est un mot qui, dans le sens qui nous intéresse aujourd'hui, a été popularisé par le journaliste britannique Henry Furley en 1950. Lorsqu'il parlait des espions, notamment. Il faut se remettre dans le contexte. En 1955, on est en pleine guerre froide. D'un côté, les régimes communistes, de l'autre, les démocraties occidentales. Et la guerre froide, c'est aussi l'âge d'or de l'espionnage. Alors, un peu comme dans les films de James Bond, la capitale britannique, Londres, donnait l'impression d'être un nid d'espions et d'agents doubles. Et justement, en 1955, un scandale d'espionnage secoue la Grande-Bretagne. 2 diplomates britanniques, Guy Burgess et Donald Maclean, qui étaient en fait des espions à la solde des Soviétiques, étaient soupçonnés d'avoir fait défection pour l'URSS. On apprendra plus tard que c'était effectivement des espions. Mais à ce moment-là, c'était surtout les parfaits représentants de l'élite britannique. Ils étaient tous les deux passés par des collèges privés, diplômés de l'université Cambridge. On surnommera d'ailleurs leur groupe le Cambridge Spiring. Ils étaient membres de clubs privés, diplomates au Foreign Office, etc. Alors, le journaliste Henry Furley, dans un article dans le Spectator, va dénoncer, avec un certain cynisme, que les amis et relations des 2 diplomates les ont protégés durant des années. Protégés de l'attention médiatique, protégés des autorités. On se retrouvait donc face à ce qui était présenté comme une élite intouchable. Oui. Et pour décrire ce réseau d'amis et de relations, le journaliste utilisera le terme d'establishment. Ah, donc, c'est la première fois qui, dans le langage associé à ce qui est en train de se passer dans la campagne électorale américaine et dans la course à la chefferie du PQ, le mot establishment est associé à quelque chose de péjoratif. Quelque chose de secret aussi, d'opaque, Quelque chose de secret, puisque c'est une des caractéristiques de l'establishment. Il est invisible et discret. On ne sait pas qui c'est, en fait. Il n'y a pas de statut légal, il n'y a pas de statut officiel. C'est pas sur la carte d'affaires. Hein? C'est pas sur la carte d'affaires. Establishment. C'est pas un titre, il n'y a pas de carte de membre. Donc, en ce sens-là, il se différencie de l'aristocratie. Puisque l'aristocrate a un titre qu'il acquiert à la naissance. Oui. Comme Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Oui. Par exemple. Dont on parlera au club de lecture. Ça se différencie aussi de ce qu'on appelle en russe la nomenclatura. Parce que dans la nomenclature, on pouvait savoir qui en faisait partie, puisque c'était initialement la liste de membres des amis du parti ou des camarades dignes de la confiance du Parti communiste en Union soviétique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'establishment? Si on se fie à cette définition-là, ce sont des gens bien connectés, proches du pouvoir, dans les coulisses du pouvoir même, qui se connaissent les uns les autres, qui sont souvent allés dans les mêmes écoles et qui se protègent entre eux. Donc, c'est cette impression qu'il y a une certaine élite qui a des privilèges entretenus par un réseau de relations plutôt discret. Oui. Donc, c'est mystérieux. On ne sait pas qui en fait partie. Ça fait référence aussi à une certaine lutte des classes sociales sur laquelle tablent certains politiciens plus populistes, par exemple. Donald Trump, c'est certainement son cas. Là. Et on va le retrouver à la fois à gauche comme à droite. Oui. Parce que on va opposer l'establishment au peuple. Et en créant cette opposition-là, on peut permettre parfois, par phénomène d'identification, de rendre une idée ou un individu plus populaire. Et le bel exemple qu'on a vu récemment, vous avez commencé la description comme ça, c'est l'élection présidentielle américaine. Oui. Donc, évidemment, dans le camp de Trump, c'est Marco Rubio qui joue le candidat de l'establishment. Dans le cas de Bernie Sanders, c'est Hillary Clinton qui représente l'establishment du Parti démocrate. Et on le voit encore aujourd'hui, Hillary Clinton représente toujours la candidate de l'establishment face à un Donald Trump qui joue le rôle du candidat
anti-establishment. Oui, pourtant, c'est lui le milliardaire, en tout cas autoproclamé des deux, bien qu'elle soit très riche elle aussi, pour d'autres raisons, certainement. Est-ce que c'est par mimétisme que Martine Ouellette va prendre exactement le même terme pour critiquer Alexandre Cloutier? Elle dit c'est le candidat de l'establishment. Est-ce qu'elle fait du mimétisme? Ah, ça, je sais pas si elle fait Ça devient un mot à la mode en mimétisme. politique. Là. Mais ça devient un mot à la mode. Et ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est flou. C'est-à-dire que ça si... que j'allais dire, c'est qu'on sait jamais à quoi ça fait référence. Non. Quand on parle de l'establishment du PQ, on se doute qu'il y a Bernard Landry. Oui, on se doute. Mais qui autour de Bernard Landry? Oui. Mais c'est justement, c'est flou. Alors, si Hillary Clinton en fait partie, au nom de quelle raison Donald Trump n'en ferait pas partie? Et voilà. Donc, on remarque et même Bernie Sanders. Ou Bernie Sanders. Bien sûr. Donc, par rapport à la définition initiale, on remarque que tout le côté élite privilégiée semble de moins en moins important. Mais ce qui reste... Ou stigmatisé, c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que c'est stigmatisant, on veut s'en dissocier. Oui. Mais puisqu'on ne peut pas dire clairement qui en fait partie, puisqu'on n'arrive même pas à prouver que ça existe vraiment, bien souvent, on a l'impression que l'establishment, ça relève du fantasme du populiste. Et l'establishment, c'est la cible idéale pour les populistes parce que c'est flou, parce que c'est vague. On se doute que ça existe sans pouvoir identifier qui en fait partie. Nicolas Titley. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un glissement de sens, puis on l'utilise maintenant comme un synonyme de statu quo. En fait, que les gens qu'on accuse d'appartenir à l'establishment, c'est la vieille garde, alors que les gens qu'on leur oppose sont les gens qui vont justement brasser des idées nouvelles. Trump, c'est ce qu'il dit. Moi, j'arrive comme un taureau dans un magasin de porcelaine, là, puis je casse tout, mais c'est ça. Et je représente ne suis pas l'establishment. réellement la population. Pas établi au sens propre du terme. Exact. Ogden. Ça me semble en effet très abstrait, mais j'ai l'impression qu'il y a juste quelqu'un qui est réellement dans l'establishment qui sait qu'il est dans l'establishment. Dans le sens que il y a des personnes qui le savent, qui le sont. Là, je veux dire, j'ai l'impression aussi qu'être dans l'establishment, c'est avoir le pouvoir de faire des choses que la plupart des gens ne peuvent pas faire. De tirer des ficelles dans l'ombre aussi. Il y a ça. Ça implique ça, ce mot-là. Ça implique ça, mais on dit tirer des ficelles dans l'ombre. Les gens ne savent pas qui fait partie de l'establishment. Oui. Donc, on est un peu dans cette impression de on nous cache tout, on nous dit rien, que chantait Jacques Dutronc. On sait que l'on nous cache quelque chose sans que l'on sache ce que l'on nous cache. On est donc dans la suspicion. Ah oui. Et c'est cette impression c'est la théorie du complot, encore une fois, qui continue de faire rage. C'est très propice aux théories du complot. Oui, bien sûr. Alors, Philippe Bernière, quand nous allons placer les références des ouvrages qui ont évidemment nourri cette réflexion autour du mot establishment sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Il n'y a pas de quoi. Le mot de la semaine. Et c'est vous, Chloé Leprince, bonjour. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Difficile à vrai dire de lire un article sur la présidentielle américaine sans voir figurer Trump, candidat anti-système, celui qui prend à revers l'establishment. Et donc, cette semaine, vous avez cherché l'origine du mot establishment. Oui, c'est le terme qui revient le plus au sujet de Donald Trump, anti-establishment. Alors, si ça vous évoque un souvenir de fin de XXe siècle, Caroline, c'est normal. En France, c'est Jean-Marie Le Pen, qui partage d'ailleurs pas mal de figures rhétoriques populistes avec Trump, qui a beaucoup usé du mot establishment, ou sa version francisée, établissement. Il semble que la stratégie de rassemblement du gang de l'établissement l'est emporté avec d'ailleurs... Le gang de l'établissement, c'était au municipal de 95. L'analyse du discours frontiste montre que Le Pen, en fait, parle d'establishment dès les années 70. C'est une béquille lexicale qui ancre le FN dans son positionnement d'outsider par rapport aux autres partis. Le terme revient, en fait, dans les années 50. C'est Henry Fairley qui l'exhume dans l'hebdo britannique The Spectator en 55. Définition: toute la matrice des relations officielles et sociales à l'intérieur desquelles le pouvoir est exercé, c'est-à-dire pas seulement le pouvoir institutionnel. J'ai dit exhume parce qu'en fait le mot date du 19e siècle, sous la plume du philosophe Emerson, qui emploie le premier ce dérivé du vieux français pour désigner les pouvoirs établis. À mon avis, les populistes disent que c'est nous et seuls nous qui représentent le peuple vrai. Ça a deux conséquences immédiates. À l'échelle politique, on dit effectivement que les autres partis, les autres acteurs politiques ne sont pas légitimes. C'est toujours une idée morale. On dit ils sont corrompus, ils ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour l'Union européenne, par exemple. Deuxièmement, à l'échelle du peuple même, des citoyens, on dit que ceux qui ne soutiennent pas les populistes, qui contestent leur revendication d'un monopole moral de la représentation du peuple vrai n'appartient pas au peuple vrai. Alors, on met en question leur statut comme citoyen.
alors on fait toujours 2 exclusions en même temps. Et c'était très typique que, par exemple, Donald Trump disait en mai que la seule chose qui compte, c'est l'unification du peuple. Et les autres gens ne comptent pas. Ça marche mieux en anglais parce qu'il disait unification of the people and the other people don't matter. C'est exactement cette exclusion-là. Et alors du coup, justement, vous vous interrogez, Jan Werner Müller, un défenseur démocrate du peuple, exemplaire aux yeux de certains, ne serait-il pas un populiste aux yeux de certains autres? Quand les clivages et les perceptions sont à ce point brouillés, à partir de quels repères élaborer une théorie critique du populisme? Si on les dit populistes, c'est d'abord parce que eux prétendent quand même incarner le peuple, Jan Werner Müller, et ont confisqué quelque part à leur avantage la cause du peuple. Est-ce qu'il y a danger dans ce kidnapping? On a tendance à dire que après tout, le populisme pourrait être un correctif pour la démocratie libérale, qu'après tout, peut-être il y a un lien entre le populisme et la démocratie directe. Mais c'est pas le cas. Parce que, comme on le voit très bien avec Viktor Orban, par exemple, après tout, on s'en fout du processus empirique. On ne veut pas vraiment un processus ouvert où on peut avoir un débat entre les citoyens et le résultat n'est pas déjà connu. Pour Viktor Orban, le résultat du référendum en Hongrie, c'était déjà connu. C'était une stratégie extrêmement manipulatrice. Les populistes, effectivement, commencent avec une image symbolique du vrai peuple. Après, on fait une déduction de la volonté authentique du peuple. Mais c'est tout à fait théorique. C'est pas un processus empirique. Question d'Antoine Mercier, pardon. Oui, puisqu'on en est aux définitions, peut-être voir la dimension historique du phénomène populiste. À quoi vous le rattacheriez? Est-ce qu'il y a eu des épisodes de cette nature précédemment au cours du 19e, 20e siècle et lesquels? Pas forcément. Évidemment, il y avait déjà pas mal de gens qui disaient effectivement c'est moi et seulement moi qui représente le peuple vrai. C'était le cas avec le fascisme, par exemple. C'était même le cas avec le totalitarisme. Alors justement, on pense à ça, mais en quoi ça serait différent? En quoi ça serait semblable? Parce que on peut pas dire ça veut dire que chaque populisme est aussi un totalitarisme. Non, c'est pas le cas. Avec le totalitarisme, on trouve aussi la mobilisation permanente de la société. On trouve la glorification de la violence. On trouve le racisme, tout ça. C'est pas nécessaire pour être populiste. On peut avoir des idées, des idéologies, si vous voulez, très différentes. C'est pas une question des contenus idéologiques. C'est justement cette revendication d'un monopole moral de la représentation du vrai peuple. Ça veut dire, on est toujours anti-pluraliste. Ça, c'est nécessaire. Ça, c'est aussi une menace pour la démocratie parce que, en démocratie, le peuple n'apparaît pas que au pluriel. Selon Habermas, par exemple, on ne peut pas nier les différences entre les gens. Cette idée d'un peuple complètement homogène, c'est un fantasme. Mais c'est précisément ça, c'est ce que les populistes utilisent pour déduire les choses comme Orban, par exemple. Vous définissez du coup le populisme de deux manières dans cet essai. Qu'est-ce que le populisme? Définir enfin la menace. Jan Werner Müller, vous estimez qu'il y a deux critères importants à retenir. Cet anti-pluralisme farouche, nous et seulement nous représentons le peuple véritable, avec ce grand détournement auquel on peut assister aujourd'hui, ce qualificatif populiste qui hier stigmatisait. Aujourd'hui, c'est parfois aussi une étiquette dont les dits populistes se flattent ou se revendiquent, comme avec Marine Le Pen. Encore récemment, le populisme signifie défendre le peuple et tout particulièrement les oubliés contre les élites. Et en somme, j'en suis fière, dit-elle aussi à travers ça. Autre critère selon vous, l'antidémocratisme. Vous soulignez l'ambivalence du peuple aux yeux des populistes, présenté comme actif de son destin, alors qu'en fait, pour les populistes, selon vous, il serait cantonné à un rôle beaucoup plus passif. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Comme je disais, on commence avec une image symbolique du peuple vrai. Après ça, on déduit la volonté authentique, un processus de participation ne tout à fait pas nécessaire. Si vous pensez par exemple à Berlusconi, évidemment, ce n'est pas nécessaire d'entrer dans la piazza, c'était seulement nécessaire de regarder la télévision, les chaînes de Berlusconi, si possible, mais la participation permanente n'était pas nécessaire, parce qu'on sait déjà c'est ce qui est la volonté authentique. C'est aussi le cas avec aujourd'hui Orban qui dit, 3 millions, on dit non aux réfugiés, et je sais déjà que les autres sont
la majorité silencieuse. Mais évidemment, cette majorité ne parle pas. Dans ces cas-là, en fait, ils ont parlé parce qu'ils voulaient invalider le référendum. Mais c'est très typique de dire, bon, en fait, je mets les mots dans la bouche du peuple et après, comme Trump pendant l'été, je dis « I am your voice ». Mais c'est un fantasme. C'est une stratégie extrêmement manipulatrice. C'est un fantasme, mais malgré tout, ce discours populiste, on ne peut pas dire qu'il ne recueille pas de plus en plus d'adhésion dans ce qu'on pourrait appeler le peuple. C'est-à-dire que c'est un semi-fantasme, peut-être. Oui, tout à fait. Et évidemment, il y a aussi des raisons pourquoi aujourd'hui on voit des populistes presque partout. Je crois que nous vivons dans une époque où il y a un conflit fondamental entre, d'un côté, les gens qui veulent, pour faire bref, plus d'ouverture vers le monde. Ça pourrait prendre une forme plutôt culturelle ou plutôt économique, c'est la mondialisation. Mais ça pourrait aussi prendre la forme d'une ouverture vers, par exemple, les minorités dans son propre pays. À l'autre côté, il y a les gens qui veulent évidemment la fermeture. Ça, c'est un conflit, en principe, qui est légitime. On peut avoir un débat sur question d'immigration et tout ça. Mais en même temps, ce sont des thèmes qui marchent extrêmement bien pour les populistes. Parce que c'est leur métier de dire qui appartient au peuple, qui n'appartient pas. C'est inclusion, exclusion, c'est leur truc d'une certaine façon. Si par hasard, notre grand débat serait sur des questions bioéthiques, par exemple, ou les climats, ça serait pas évident. Pourquoi les populistes pourraient nous donner des grandes réponses sur des questions comme ça? Mais quand vous dites fermeture, il y a aussi cette idée de protection quand même à travers. Donc qu'ils deviennent des boucliers contre une menace extérieure, un rempart sur ce qui peut menacer aussi nos sociétés. En ce sens, c'est aussi là où ils trouvent beaucoup de crédit et d'écoute avec ces discours. Tout à fait. Certainement, chez les populistes, on trouve toujours l'instrumentalisation du peur de l'autre, parce qu'on fait toujours des exclusions. En même temps, on ne peut pas dire que, par exemple, tous ceux qui veulent le protectionnisme sont automatiquement populistes. C'est pas une question des offres politiques sursimplifiées. Je me méfie de cette symétrie qu'on trouve souvent. Des gens qui disent, par exemple, Trump, c'est l'extrême droite, Bernie Sanders, c'est l'extrême gauche. Non, c'est pas la même chose. Parce que Bernie Sanders ne dit pas, c'est moi et seul moi qui représente le peuple. Par contre, Trump dit exactement ça. Yann Werner Müller est notre invité, politiste, professeur de sciences politiques à Princeton. Vous évoquiez cette majorité silencieuse dont les populistes, entre guillemets, se revendiquent. Il y a un problème avec la représentativité en réduisant la présence de ces partis dits populistes dans les instances démocratiques avec un système de représentation assez resserré. On a ouvert un boulevard à ces partis, à ces hommes et à ces femmes politiques pour revendiquer ce que vous appelez ce monopole de la représentation populaire. Je dirais deux choses. Premièrement, il y a un problème en Europe aujourd'hui, c'est qu'on trouve d'une certaine façon une polarisation entre, pour faire bref, la technocratie et le populisme. Ça veut dire, d'un côté, on dit effectivement aux électeurs, il y a une seule solution économique, par exemple. Un débat n'est pas nécessaire pour, par exemple, sauver l'euro, il faut faire comme ça, il n'y a pas des autres arguments. À l'autre côté, il y a des populistes qui disent effectivement, il y a une seule volonté populaire, authentique, un débat c'est pas nécessaire. Alors, d'une certaine façon, les deux ont quelque chose en commun. Parce qu'on dit, un débat n'est pas nécessaire, même un parlement n'est pas nécessaire, il ne faut pas échanger des arguments, pluralisme n'est pas nécessaire. Et je crois que ça produit des frustrations. Parce que démocratie, c'est pas que je gagne. Démocratie, que j'ai l'occasion de présenter mes arguments, j'ai l'occasion de peut-être convaincre les autres, mais après, je peux, moi, réconcilier avec une décision contre moi. Mais si j'ai l'impression que j'ai jamais l'occasion de présenter mes idées, c'est seulement la technocratie ou les populistes qui déjà savent la voix authentique du peuple. On a le sens de perdre le contrôle complètement. Ça, c'est un peu le problème en Europe aujourd'hui. Deuxième point, possiblement, on parle souvent d'une crise de la représentation. Et d'une certaine façon, c'est vrai, c'est parce que c'est exactement le problème à l'échelle européenne. Que d'une certaine façon, il n'est pas possible d'avoir un conflit dans le cadre européen, par exemple, entre austérité
et, pour faire bref, l'anti-austérité. Je trouvais que très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, parce que vous sembliez faire un parallèle entre ce qu'on appelle la pensée unique, c'est ce que dit l'Europe, il n'y a pas d'alternative, c'est comme ça, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt de la raison, le cercle de la raison, et d'autre part le geste populiste qui dit c'est le peuple, je représente le peuple, comme s'il y avait un miroir, une sorte de situation en miroir des deux systèmes. Est-ce que vous défendez cette précisément ça. Et d'une certaine façon, la technocratie produit le populisme parce que c'est plus facile de dire bon, les peuples ne sont pas présents de tout, on nous écoute jamais. Alors il faut trouver une manière de donner des choix aux gens dans le cadre européen. Vous avez tout à fait raison. Si maintenant vous votez pour Tsipras, vous avez le sens que quand même rien ne change. L'austérité reste en place. Mais ça, c'est le problème à l'échelle européenne. C'est pas le problème du système en Grèce. C'est précisément le sens que, bon, peut-être on peut voter pour Juncker ou Schulz, mais après tout, c'est presque la même chose. Maintenant, on a la collaboration très serrée entre les deux. Alors, le sens d'avoir des choix, même à l'échelle européenne, ça serait très important d'achever. Yann Werner-Müller, politiste, est notre invité jusqu'à 13h30, auteur de Qu'est-ce que le populisme ? Définir enfin la menace. On va tenter de le faire et savoir surtout comment la contrer à vos yeux. Un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. France Culture, 13h15. Alors, quelle riposte, Yann Werner-Müller ? Certaines approches du populisme vous semblent condamnées à l'échec. Dès lors, écrivez-vous, il ne faut pas considérer le populisme comme une maladie. On gagne peu à pathologiser le populisme. Il ne faut pas non plus répondre à l'antidémocratisme par l'antidémocratisme. Il ne faut pas, en plus, non plus penser que le peuple est réductible en une définition unique. Et enfin, il ne faut pas non plus interdire les partis populistes. Ne pas enfin considérer que le refus de l'intégration européenne vaut populisme. Alors la question d'interdiction des partis populistes fait d'ailleurs et refait assez souvent surface, au risque peut-être de les victimiser. Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut leur offrir une place sur l'échiquier politique au risque, là, cette fois, de les légitimer, légitimer, je vais y arriver, de légitimer leur discours à défaut de légitimer les partis ? Évidemment, il n'y a pas les recettes simples. Quand même, je crois qu'il est assez clair qu'il ne faut pas répondre aux exclusions des populistes par une autre exclusion. L'ostracisation ne marche pas parce que ça confirme automatiquement les thèses des populistes. Les élites ne nous écoutent pas de tout, il y a des grands tabous, on peut pas faire un débat sur l'immigration et tout ça. Alors il faut entrer dans les débats, mais parler avec des populistes, c'est pas la même chose que parler comme des populistes. Il ne faut absolument pas accepter leur encadrement des problèmes. Si vous vous souvenez du slogan du FN pendant les années 80, 1 million de chômeurs, 1 million des immigrés. Évidemment, chômage, c'est pas une invention des populistes, mais il ne faut pas accepter leur manière de présenter les problèmes. Si on est dans un débat, je crois qu'il est très important de marquer des lignes rouges. Par exemple, on peut avoir un débat sur l'immigration. Mais si, par exemple, un populiste, commence à parler de la théorie du grand remplacement, c'est très évident en Allemagne à ce moment-là que Angela Merkel est en train de remplacer le peuple allemand par des Syriens. Les démocrates doivent dire clairement aux électeurs, voilà, ça c'est plus normal. Ça c'est plus un débat normal dans la démocratie. Où sont les preuves pour cette théorie? Montre clairement, c'est ce que vous dites là, etc. Parce que j'ai au moins l'espoir qu'il y a pas mal de gens qui peut-être aiment bien quelques idées sur l'immigration, mais qui en même temps n'aiment pas le conspirationnisme, par exemple. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller sur le terrain de ce débat, il faut au contraire recentrer, expliquer en quoi ce débat, celui du grand remplacement, est une dérive, et pas essayer de lutter argument contre argument, c'est ce que vous nous dites, Yann Werner-Müller ? Oui, il faut marquer des lignes rouges clairement pour dire, bon, ça c'est plus une question des jugements politiques, des opinions politiques, c'est plus une question de pluralisme légitime, ça s'arrête là exactement. Ça c'est vrai pour on va dire l'immigration en général, le grand remplacement. Mais qu'est-ce que vous diriez
dans ce débat que vous suggérez de faire avec les populistes, par exemple sur des arguments plus économiques ou des positions qui peuvent paraître populistes parce que le peuple veut ça et qui en fait sont simplement des positions qui sont très difficiles, contre lesquelles il est très difficile de discuter, d'apporter des arguments. Je crois que souvent on trouve qu'après tout, pour les populistes, la solution pour tous les problèmes, même les problèmes économiques, c'est l'homogénéité. Ça, c'est un peu leur promesse. C'est une promesse complètement fausse. Ça signifie quoi, l'homogénéité? Ça veut dire que, après tout, tous les problèmes, ce sont des problèmes identitaires. Si on a une nation homogène, si on fait des exclusions comme ci, comme ça, on peut résoudre tous les problèmes. Alors, c'est très clair qu'ils n'ont pas vraiment des offres économiques très convaincantes. En même temps, c'est aussi le cas que souvent, ils sont complètement divisés. On a un peu l'impression que le FN peut-être est un bloc, mais même le FN est très divisé. Elle a des groupes différents. Et on peut montrer que beaucoup des idées simplement ne marchent pas. Pour reprendre à son compte une partie des arguments des partis d'extrême droite, Yann Werner Müller, au motif de ne pas vouloir leur laisser préempter, s'accaparer certains concepts, certaines idées ou certains mots, comme le mot peuple, et comme le font aujourd'hui les Républicains. On entendait tout à l'heure dans le journal d'Antoine Mercier, l'ancien président, Nicolas Sarkozy, qui préconise de ne pas laisser le champ libre au Front National de Marine Le Pen. Quelles sont pour vous, comme riposte à cette menace que vous évoquez, les limites de la triangulation politique? Ça, c'est une bonne manière de faire? Bon, il faut pas copier les populistes parce que si l'original reste disponible, les électeurs se disent bon, l'original est là. En même temps, si les autres partis disent tout le temps non, ils sont dehors de la République, les valeurs républicaines, et après tout, on copie leurs idées. Bon, c'est une contradiction immédiate. J'ajoute que quelquefois, il faut aussi ignorer les populistes. Mais Éric, à quel moment ça peut se mettre à déraper? À quel moment le populisme, par sa manière de procéder ou par le système qu'il fabrique, se met à déraper? Le populisme, il y a des structures, je dirais, qui le caractérisent. Premièrement, le populisme fait appel à la culture, mais fait appel surtout aux valeurs morales. Il va toujours mettre les valeurs morales et la culture par-dessus la science, par-dessus une politique pragmatique. Deuxièmement, le populisme repose souvent sur une figure charismatique, un doer, quelqu'un qui est capable de faire des choses. Trump incarne. Trump, l'Amérique est enragée contre les intérêts économiques qui ont capturé le processus politique. Tous les sondages, tous les focus groups le montrent. Trump dit, personne peut m'acheter, moi j'achète tout le monde. Et moi je peux agir parce que je peux acheter les autres. Et donc il incarne la figure de... Alors souvent ça va être le figure donc de ce héros, souvent masculin, qui peut agir, qui agit, qui traduit directement une émotion en action, qui crée un lien immédiat avec le peuple. Pensez à l'émission de Chavez El Presidente où les gens, c'était une ligne ouverte, les gens appelaient live à la télévision et réglaient des problèmes dans un village, des problèmes Alors ça créait ce lien direct. Souvent aussi les mouvements populistes sont des mouvements qui ont un vernis démocratique, qui ont un semblant de structure démocratique, mais de fait, c'est des mouvements organisés du haut vers le bas. On mobilise les masses, mais on veut pas qu'elles participent réellement. On veut qu'elles soient mobilisées de manière spectaculaire. Et tout le monde fait partie du show, mais personne n'est réellement impliqué dans le processus de démocratique. Et on détourne la colère populaire contre un ennemi qu'on identifie. Et c'est toujours, et ça c'est extrêmement important, la structure du populisme, c'est le peuple. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, on le définit jamais, mais on définit le peuple pour définir le pas-peuple. Parce que c'est le pas-peuple qui nous intéresse. Le pas-peuple. Le pas-peuple. Et le non-peuple. Le non-peuple. Et le non-peuple, c'est toujours l'élite. Le non-peuple? Mais l'élite, ça dépend de qui parle. Du point de vue de la droite, l'élite, c'est nous autres ici autour de la table, là. Les méchants radio-canadiens, de gauche, progressistes, culturés, qui perlent comme ça. Et qui habitons tous sur le plateau Mont-Royal, du premier au dernier. C'est ça. Versus un discours plus de gauche qui va dire que le peuple, c'est les intérêts économiques, c'est les grands banquiers, Wall Street, ou même le peuple, ça peut être le pas-peuple, ça peut être l'étranger riche, menaçant, ça peut être l'autre religion. C'est ça. Mais et ça, c'était Ernest Laclau, le psychanalyste, qui disait que le peuple, c'est un mot vide. Et c'est ça, sa puissance. Est-ce qu'il y a toujours la question du clivage économique dans le populisme? Est-ce que c'est toujours ça? Pas nécessairement. Il peut y avoir un clivage. Le clivage économique est toujours en arrière-plan, mais le clivage, on va prendre les mots du populisme, c'est les grands contre les petits. Et les grands peuvent être souvent économiques, mais ça peut être des grands
sur le plan culturel, une élite politique, c'est toujours l'idée d'une élite qui s'accapare et qui contrôle la société, qui s'accapare le pouvoir par la voie économique, mais peut-être par la voie culturelle aussi. Et donc, il peut avoir ce chemin-là, surtout dans les populismes. Parce qu'on dit du populisme que c'est une idéologie maigre, qui doit donc s'articuler à quelque chose de plus grand qu'elle, soit le libéralisme, soit le socialisme ou soit la théologie, le théocratisme. Là. C'est les trois grandes figures. Le régime iranien, c'est un régime. Donc, est-ce que c'est vraiment une idéologie, le populisme, ou c'est un outil, une manière de fonctionner? Alors là, il y a des grands débats dans les chercheurs, entre les politologues, sur est-ce que c'est justement juste une stratégie ou une idéologie. Mais ce qui est clair, c'est que ce qui est propre au populisme, c'est cette idée de la morale, de la culture. Et là, c'est fascinant parce qu'on s'inspire du common sense, du savoir ordinaire, de la culture commune. Le gros bon sens, les vraies affaires. Mais on le construit en même temps. C'est ça, le populiste va construire une certaine forme de gros bon sens. Donc, il va construire le peuple dont il va finalement se réclamer pour pouvoir... Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 17 de Radio-Canada à Montréal. À la 60e minute de cette émission, nous accueillons sur ce plateau les trois participants à la discussion sous le thème « D'où vient le populisme ?» Pierre-Luc Brisson d'abord, candidat au doctorat en histoire ancienne à l'UQAM. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour Marie-Louise. Vous publiez d'ailleurs la semaine dernière un essai intitulé « L'âge des démagogues », une série d'entretiens avec le journaliste américain Chris Hedges, où il analyse les raisons, entre autres, de la montée d'un personnage comme Donald Trump. Tout à fait. Voilà. Avec vous, la journaliste Nathalie Collard, votre territoire de prédilection, c'est les médias dans le quotidien La Presse. Vous avez lu l'ouvrage de Pierre-Luc Brisson, d'ailleurs. Excellent. Et voilà. Et Joseph Yvon-Thériault, sociologue et professeur au département de sociologie de l'UQAM, que nous accueillons pour la première fois sur ce plateau, originaire de Caraquette. Oui. Oui, represent. Alors, selon John Judis, qui est un journaliste américain, il est auteur d'un livre dont on parle beaucoup dans les médias anglo-saxons à l'heure actuelle, de Populist Explosion, qui paraît donc cette semaine en Angleterre et aux États-Unis. Le populisme actuel est une exportation, Pierre-Luc Brisson, des États-Unis et une attitude politique qui remonte au 19e siècle. On pourrait la faire remonter beaucoup plus loin, parce qu'on le disait avant d'entrer en ondes, même dans la Rome antique, il existe un mouvement qui s'appelait les populares. C'est donc que des hommes politiques s'appuient sur le peuple pour défendre prétendument les idéaux du peuple, alors qu'ils ne sont pas du tout de cette classe sociale-là. C'est un phénomène historique qui est observé au début du 20e siècle, au milieu du 20e siècle, et qu'on observe présentement, notamment chez Donald Trump, qui est un multimillionnaire, un milliardaire, il se dit milliardaire du moins, et qu'il s'appuie sur la classe populaire défavorisée américaine pour supposément défendre leurs intérêts. On a là un schéma qui est tout à fait classique. Alors qu'il n'a rien à voir avec eux. C'est la même chose pour Bernie Sanders, d'ailleurs, parce que le populisme est autant l'affaire de la droite que la gauche, Joseph Yvon-Thériault, à votre avis. Hein? Oui, moi, tout à fait. Je pense que le populisme, c'est au départ une critique des élites qui nous ont trahis, au nom d'un peuple, qui est indéterminé, mais qui n'est pas divisé en lui-même. Et troisièmement, j'ajouterais une critique des institutions, le refus de l'institution, le refus des partis, le refus des formes de la démocratie et tout ça. Et ça date, effectivement, les Américains ne peuvent pas se l'approprier, les Russes ont inventé le mot au 19e siècle. Le G20 a mis en garde vendredi dernier a émis une mise en garde vendredi dernier, contre la montée du populisme anti-mondialisation dans une référence à peine voilée au protectionnisme défendu par le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump. La tendance, a-t-on dit, à un profond populisme anti-mondialisation a incité des politiciens à utiliser un certain discours dans leur campagne afin de tenter d'obtenir des voix, selon le ministre chinois des Finances, Liu Jiwei. Alors que lors de son discours à l'ONU, le 20 septembre dernier, Barack Obama a lui-même émis une mise en garde contre la montée en puissance du populisme, appelant à prendre en compte les frustrations dont il se nourrit et à ne pas succomber à un capitalisme sans âme, et que plusieurs ouvrages autour du populisme paraissent coup sur coup cet automne, dans The Populist Explosion du journaliste américain John Judis, dont il était question dans un long et excellent article du Guardian il y a quelques jours. Et qu'est-ce que le populisme de Jan Werner Müller, qui paraît en France cette semaine? Nous vous proposons la discussion sous le thème suivant: d'où vient le populisme, en compagnie de la journaliste Nathalie Collard, votre territoire de prédilection. Je le disais en ouverture de deuxième heure, et les médias dans le quotidien La Presse. Joseph Yvon-Thériault, vous êtes sociologue et professeur au département de sociologie de l'UQAM. Et Pierre-Luc Brisson, candidat au doctorat en histoire ancienne à l'UQAM. Vous publiez vous-même un essai ce mois-ci intitulé L'âge des démagogues. C'est une série d'entretiens avec le journaliste américain Chris Hedges, où il analyse, entre autres, la montée en puissance d'un personnage comme Donald Trump. D'abord, qu'est-ce que c'est le populisme?
Attachons-nous à le définir d'abord. Si on voulait en livrer une définition très simple et très succincte, on pourrait dire que le populisme est un courant politique ou un mouvement ou un type de discours, du moins, qui s'appuie sur le peuple, prend la défense du peuple, et un peuple, comme le disait le professeur Thériault, qui est indéfini, indéterminé, qui prend la défense du peuple pour s'opposer à une élite. Cette élite-là, elle peut être politique, elle peut être aussi économique. Dans le cas du populisme de gauche, je pense que Bernie Sanders en a livré un très bon exemple aux États-Unis ça, c'est récemment. intéressant parce que lui, dans son discours, il s'attaquait à ce qu'il disait, ce qu'il nommait comme étant l'establishment. Le fameux 1% dont il a parlé durant tout le long de la campagne à la primaire démocrate. Alors, on voit que d'une part, on avait un populiste de droite qui sévit encore, qui est Donald Trump, qui pointait les élites politiques de Washington qui sont supposément corrompues, déconnectées, etc. Alors que de l'autre côté, il y avait Bernie Sanders qui partageait sans doute dans une certaine mesure ce constat-là, mais qui lui pointait l'élite financière, ce qu'il appelait le 1%, qui était la cause notamment de la crise économique de 2008 et de l'explosion de la bulle spéculative. Mais il pointait aussi la collusion qu'il y avait entre les élites politiques et les élites. Bien sûr. Il y avait une critique aussi des élites de Washington. Oui. Et de l'establishment de parti. Et il y avait une critique du Parti démocrate qui avait pas su tenir compte de ça, et donc il y a une critique j'ajouterais qu'il y a une critique de l'institution aussi. Je veux dire, les mouvements populistes, parce que ce qu'on décrit là, l'anti-establishment, le peuple, etc., c'est les éléments fondamentaux de la démocratie. Je veux dire, la démocratie, elle est fondée sur l'appel au peuple contre les pouvoirs minoritaires, et donc on peut pas définir le populisme uniquement comme ça. Le populisme, c'est quelque chose de plus que ça. C'est quelque chose qui est une radicalisation de la démocratie et qui dit que les institutions de la démocratie elles-mêmes ont failli à représenter le peuple réel, et que là, il y a un leader quelque part qui nous dit, moi, je vais vous représenter. Oui. C'est des mouvements par séquence. Vous le disiez en ouverture de deuxième heure. Pierre-Luc Brisson, vous faites d'ailleurs remonter le populisme à Jules César, rien de moins. Oui, j'en donne un exemple caricatural, mais en effet. Mais c'est intéressant quand même de voir que c'est par séquence, souvent après des crises. Bon, les politiciens, donc, sont responsables du populisme. Nathalie Collard, les journalistes, certainement aussi. En fait, toutes les institutions qui détiennent un certain pouvoir, et moi, j'ajouterais à la définition qu'on faisait tout à l'heure, il faut qu'il y ait l'ingrédient de la colère aussi, ou de la frustration, en tout cas, parce que on peut bien surfer sur le peuple, mais il faut qu'il y ait une insatisfaction de sa part, une colère, l'impression qu'on se fait, qu'on est lésé, qu'on nous dit pas les vraies choses, puis c'est ça. Oui, on arrive après une crise majeure, crise économique, crise de la corruption, la fraude. Les gens ont complètement perdu confiance, que ce soit dans le secteur bancaire, dans leurs politiciens, dans leurs médias. Ils ont toujours l'impression qu'on leur cache des choses. Les théories du complot, on le vend dans les voiles parce que on n'a même plus confiance aux médecins, on n'a plus confiance, il y a de la collusion avec les pharmaceutiques. Je veux dire, tout le monde, il y a plus de confiance nulle part, et il y a des gens qui misent là-dessus et qui morcellent maintenant ce qui pourrait être un échange, une discussion, un débat, de l'information, mais là, elle est plus possible. On est à un point, moi, je crois, où c'est difficilement possible, et de la part des journalistes et de la part de plein d'autres institutions, parce que le bris de confiance, il faut rétablir la confiance avant de pouvoir rétablir un débat. Est-ce que vous croyez, comme Nathalie Collard, Joseph-Yvon Thériault, que c'est une crise de confiance qui crée la prolifération d'un certain populisme de la part des politiciens, certainement, de la part de certains journalistes bien en vue aussi? Oui, mais je pense que il peut pas avoir de populisme sans qu'il y ait un mouvement populiste. C'est pas qu'il y a des démagogues, il y en a toujours. Lorsqu'il y a réceptivité, il faut que le peuple, à un moment donné, ou qu'une partie importante du peuple reçoit ça. Et moi, je pense qu'effectivement, actuellement, il y a une grande perte de confiance dans la puissance politique et dans les institutions politiques. Les gens pensent qu'ils ne sont pas écoutés par les partis politiques traditionnels. Il y a une crise de la représentation politique partout. C'est un terreau fertile pour le populisme à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est accompagné effectivement de la crise économique, mais c'est accompagné aussi de mouvements. Les mouvements populistes contemporains sont largement anti-mondialisation, comme vous le disiez tout à l'heure, parce qu'ils ont le sentiment que la mondialisation a enlevé à la fois les acquis à la classe
populaires, les acquis traditionnels de l'État-providence, mais leur a fait perdre aussi leur pouvoir sur les politiciens, le pouvoir sur les institutions. Je veux dire, donc la critique que les populistes font de l'immigration, la critique que les populistes font de la mondialisation, c'est toujours lié à une critique que le peuple a perdu une certaine représentation qui gérait leur vie quelque part, qui avait un nous quelque part, qui était capable de se gérer, et qu'aujourd'hui, surtout les classes moyennes, on dirait, qui étaient les privilégiés de l'État-providence, ont le sentiment un peu partout que on a perdu ça. Ben, d'abord, elles disparaissent aussi statistiquement, les classes moyennes, dans le contexte économique actuel. Pierre-Luc Buisson, vous êtes assez dur envers les médias, que vous accusez d'avoir, par exemple, favorisé la montée en puissance d'un personnage comme Donald Trump. Vous disiez avec beaucoup de justesse que le vidéo qui va contribuer, en tout cas qui a contribué à le faire couler depuis quelques semaines, ce fameux enregistrement de ses déclarations sexistes envers les femmes, la chaîne NBC le possédait, ce vidéo-là, depuis des années. Là. Bien sûr, je veux dire, ces déclarations-là ont été enregistrées sous le couvert sans image, mais à micro ouvert, il y a une dizaine d'années. Et là, on va me faire croire, là, soudainement, là, que cette vidéo-là a passé sous le radar pendant 10 ans, et que là, soudainement, à un mois du scrutin, il y a quelqu'un dans la boîte à NBC qui a allumé. Non, bien sûr, on l'a laissé courir. On le cite dans les entretiens que j'ai menés avec Chris Hedges. Le président de CBS a déclaré au printemps dernier que Donald Trump is damn good for business. Donald Trump est bon pour la business, pour CBS. Bien sûr, les médias ont une part de responsabilité. Et je dirais même plus, quand on parle de perte de confiance envers les institutions démocratiques, et la presse libre est un rouage important d'une démocratie saine et en santé. Quand on parle de perte de confiance, récemment, le Washington Post nous a démontré qu'est-ce que c'était qu'un média en pleine perte de repères, là, quand il a appelé lui-même le président Obama à ne pas accorder son pardon présidentiel à Edward Snowden. Edward Snowden, oui, a commis des gestes qui étaient répréhensibles et illégaux aux yeux de la loi, mais il a été le lanceur d'alerte qui a permis de mettre au jour le plus grand complexe de surveillance de la population américaine. Ce qui est ironique, c'est que c'est passé par le Washington Post. C'est passé par le Washington Post. Et le Washington Post lui-même appelle à la condamnation et à une procédure pénale contre l'une de ses sources. Alors, imaginez si la même chose avait été faite dans le cas du Watergate dans les années 70. Je veux dire, on est en pleine perte de repères. C'est vraiment du jamais vu, là. Alors, comment voulez-vous qu'on puisse avoir une presse libre, saine, en santé, quand justement il y a une telle complaisance avec le pouvoir? Mais c'est une danse qui se danse à deux, et sans prêcher pour ma paroisse. Puis je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur les médias, mais il y a aussi dans le public une espèce de désintérêt ou de démission de s'informer, de lire, d'adresser des choses plus complexes. On veut la facilité, on veut les choses qui se lisent vite, on veut des petits potins, des choses qui... Est-ce qu'on veut ça, ou est-ce qu'on est soumis à un régime qui nous impose ça? Nathalie, quand dans un grand média, et je ne nommerai pas de médias, mais tous les médias ou à peu près font ça, tout le monde mettent sur la même page le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie, puis des statistiques sur des crises financières comme étant des informations de même égalité. Il y a un vrai problème aussi. Mais il y a un problème parce que quand on propose, puis on en propose, puis là, je parle pas le média pour lequel je travaille, mais les médias en général, et les médias qui font dans le contenu très niché, très approfondi, la mise en contexte, l'explication, c'est pas les médias les plus populaires. Puis quand les médias plus populaires servent ce genre d'analyse-là plus fouillée, c'est les choses souvent les moins lues. Alors c'est un tango qui se danse à deux. Oui, bien sûr. François Lemay. Mais quand on va aussi dans des salles de presse, des écrans géants sur lesquels on recense les comptes Twitter les plus lus, les articles les plus lus, et qu'on dit aux journalistes plus de ça, c'est aussi un danger. Moi, ça me met mal à l'aise. Bien sûr. Pierre-Luc Buisson. Les médias sont un rouage, sont une des explications du moins, mais je pense que... C'est pas la seule, quand même. Non, mais je pense qu'il faut revenir à la base, et je pense que le professeur Thériault l'a très bien souligné d'emblée. Je pense que en tout cas, le populisme américain et le populisme tel qu'il émerge en Europe présentement, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Pologne, que ce soit en Grande-Bretagne avec le Brexit ou en France, c'est d'abord et avant tout l'échec d'une certaine gauche, de ce qu'on appelle les élites libérales américaines. C'est la thèse de Hedges que je partage en très bonne partie. C'est l'échec de la gauche de pouvoir, de gouvernement, qui a échoué à représenter les classes populaires qui étaient auparavant le cœur, le noyau de son électorat. Comme le fait François Hollande.
Exactement, comme le fait Tony Blair, avec le Labour. C'est-à-dire que l'élite de gauche européenne ou américaine s'est lancée depuis 10 ans ou 15 ans dans la défense des droits des ultra-minorités. J'ai aucun problème avec ça en faisant moi-même partie d'une, mais on a défendu les droits des immigrants illégaux, on a défendu les droits des homosexuels, et on a complètement oublié que pendant ce temps-là, les politiques néolibérales, les accords de libre-échange, etc., créaient une réelle souffrance chez les travailleurs. Quand Donald Trump met le doigt sur la dévitalisation industrielle dans le Midwest américain, il a en partie raison. Michel Ouimet, votre collègue de la presse, qui est allé faire une série de reportages sur les gens qui votent aux États-Unis, rapportait qu'elle a rencontré des gens qui vont voter pour Donald Trump parce qu'ils ont perdu leur emploi dans des mines, par exemple, dans certains secteurs. Oui. Joseph Yvon-Thériault. Effectivement, il faut penser. C'est une désaffectation de la gauche actuellement, aussi, à votre avis? C'est une désaffectation de la gauche, mais on dirait des élites en général, parce que la droite aussi, là, je dirais, le populisme, il est contre les élites de droite que contre les élites de gauche. Il se situe pas totalement sur le même terrain. Vous dites que c'est un fuck-tout, vous. C'est-à-dire que l'expression fuck-tout, c'est ça. C'est une expression très populiste. C'est pour ça, cette expression était dans la rue à Montréal durant le printemps érable. Oui. D'ailleurs, vous dites que le printemps étudiant, c'était un mouvement populiste qui refusait l'institutionnalisation, qui condamnait toutes les institutions, je veux dire, qui passaient devant une banque puis qui lançaient une pierre. Je dirais, donc, il y avait un refus de l'institution, un refus de l'intégration dans les partis politiques traditionnels et une espèce de trahison des élites. Donc, moi, je veux dire que le populisme est devenu un mot, une condamnation actuellement. C'est devenu un mot péjoratif. Alors que ça nous fait pas bien comprendre ce qu'est le populisme, parce que il y a un malaise dans la population que les partis politiques et que les institutions politiques ont pas pu capter dans les dernières années. Et c'est ça qui a fait monter le populisme. Disait qu'il y a un écart de plus en plus grand entre les élites, leur mode de vie, leur mode de pensée et la réalité de la majorité de la population. On dit que ces gens-là ont rien compris, qu'ils sont des imbéciles. Je veux dire, on répond pas à un vrai malaise. Et moi, je pense que le malaise, c'est cette idée que on a le sentiment d'avoir perdu contrôle sur nos vies. Et que ce sentiment-là, les populistes ou les démagogues l'exploitent, mais que le sentiment est là et c'est un vrai malaise. Pierre Le Brisson. La posture populiste en soi n'est pas dangereuse. Je suis assez d'accord. Là où le populisme devient dangereux, c'est quand il est justement harnaché par des démagogues comme Donald Trump, ou plutôt que de poser de réelles propositions pour j'allais dire adresser, mais c'est un anglicisme, mais adresser les problèmes de la population américaine. Faire face. On détourne, faire face. on détourne l'attention pour stigmatiser justement les groupes minoritaires dont je parlais tantôt, qui ont obtenu l'attention de la gauche institutionnelle. C'est pas un hasard si Donald Trump présentement a détourné l'attention sur, par exemple, les Américains de confession musulmane. C'est pas un hasard si Donald Trump a détourné l'attention sur les immigrants illégaux et les Mexicains. Et donc, le danger, c'est quand le populisme fait le lit de la démagogie pour stigmatiser des segments de la population plutôt que de proposer une réelle transformation politique. On prend beaucoup l'exemple de Donald Trump. Et il a des petits frères, des petits cousins, des petites cousines dans un territoire comme le Québec, dans un territoire comme le Canada. Nathalie Collard, pourquoi on a l'impression qu'on nous prend pour des imbéciles quand on nous parle de cette façon-là? C'est parce qu'on mise beaucoup. Il y en a chez qui ça résonne quand ils entendent ces messages-là. Puis je pense que, comme on disait, la colère de l'homme blanc en colère, là, c'était déjà au cinéma dans les années 80. Suzanne Falloudi en parlait dans un livre les années 90. La chute des emplois manufacturiers, tout ça, ça fait longtemps que ça gronde puis que ça. Mais le populisme, il mise sur quoi? Il mise sur la peur, il mise sur l'ignorance, il mise sur la peur de l'autre, la peur de l'immigrant, la peur de la pauvreté. C'est aussi l'échec des systèmes d'éducation, là. Tout à fait. L'échec d'un certain filet social aussi. Puis c'est le refus de la diversité, c'est le refus de la nuance, de la complexité. On vit dans une société sacrément compliquée et où on peut pas, c'est pas vrai qu'en 350 mots, on peut régler le sort du monde là, dans une colonne. Alors, ça demande un effort. Encore une fois, je reviens au mot effort. Oui, qu'on veut plus faire non plus, ou faire, moins qui faire. Est difficile à faire, qui est souffrant, puis qu'il faudrait faire pour justement s'éloigner de ces espèces de généralisations qui font mal à tout le monde finalement. Est-ce qu'on est dans une époque chouette et heureuse? Et non, pas du tout. On est dans une époque difficile ces temps-ci où il y a plus d'échanges
entre les groupes, entre les sous-groupes, entre les classes sociales, tout ça. Alors, où les gens sont de plus en plus convaincus d'avoir raison aussi tout le monde a dans raison, leur propre et territoire. on peut pas présenter un point de vue contraire parce que c'est certain qu'on a un plan caché où on fait nous-mêmes partie de la théorie du complot. D'ailleurs, le troisième débat qui aura lieu ce soir sera encore certainement, je pense qu'on peut le prévoir, un autre exemple de cette fameuse polarisation parce que les deux candidats, là, Clinton et Trump, ils se parlent pas là. Non, il y a pas d'échange. Là, on est vraiment dans l'exemple aussi de Trump qui fait appel aux populistes, qui refuse d'ailleurs le parti républicain même, qui est pas un vrai conservateur, qui refuse le principe même des élections telles qu'elles vont se tenir. Là. Et Hillary Clinton qui est la représentante de ce qu'on appelle l'establishment classique de Washington. Non, mais moi je voudrais ramener cette idée que on sera probablement dans une époque où le populisme reviendra de plus en plus parce que on est dans une époque d'hyper-individualité et une époque individualiste, c'est une époque qui a tendance à dire je me connais moi-même et je refuse les institutions d'une certaine façon et le populisme est agrémenté. Donc il faudra que nos institutions politiques, que nos partis politiques trouvent une façon d'appréhender ce sentiment-là parce que on peut pas juste le rejeter et on peut pas juste dire ils ont tort. C'est le très grand danger qui nous guette là. Oui, parce qu'on joue sur la perte. Le populisme joue beaucoup sur la perte des privilèges, la perte des pouvoirs, la perte d'une sécurité financière et territoriale qu'on avait avant puis qu'on n'a plus parce que les méchants immigrants nous envahissent. Mais on joue beaucoup sur la perte. Puis là, il y a le collectif qui est où là-dedans? C'est moi j'ai perdu, moi j'ai plus mon travail, moi j'ai plus ma maison et on mise là-dessus. Et c'est la démocratie même, Pierre-Luc Brisson, qui est en train de s'éroder aussi. Oui, et quand on le voit avec les sommes astronomiques qui sont investies par l'entreprise privée dans le processus électoral américain. Mais je pense que le très grand danger qui nous guette maintenant, c'est que puisque Donald Trump, visiblement, en tout cas, il y a de fortes chances qu'il ne remporte pas la Maison-Blanche, espérons-le. Le danger qui nous guette, c'est que les élites politiques et les élites libérales américaines à la victoire d'Hillary Clinton le 8 novembre, disent « Ça y est, le dossier est clos, on a réglé la situation, Donald Trump n'est pas rentré à la Maison-Blanche », alors que les problèmes, il y aura quand même 40 millions d'Américains qui vont avoir voté pour Donald Trump, presque 40% de l'électorat. Les problèmes qu'il aura mis en lumière, eux, vont continuer de perdurer dans le temps, et c'est là que va se poser les vrais enjeux, les vrais défis, parce qu'on ne sera pas à l'abri ensuite de la montée d'un autre démagogue dans 4 ans. Bien sûr. Alors, l'âge des démagogues, votre série d'entretiens avec Chris Hedges, Pierre-Luc Brisson est publiée chez Lux Éditeur. On va évidemment placer les références des principaux ouvrages dont le thème est le populisme et qui paraissent coup sur coup cet automne en anglais et en français sur notre site web. Nathalie Collard, Pierre-Luc Brisson et Joseph Yvon Thériault, merci beaucoup.